Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle réact. Alors j'ai réagi à Nintendo a-t-il gagné la guerre? Voilà, donc c'est ce que vous verrez dans la réact, vous me direz ce que vous en penserez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher le petit pouce bleu sur cette réact, ça fait énormément plaisir. Et aussi n'hésitez pas aussi, description, allez sur le serveur Discord, ça me ferait énormément plaisir. Venez, comme ça on pourra parler ensemble, si jamais vous avez des idées de réact aussi, ce sera nickel. Et j'en profite aussi pour dire que cette réact m'a été proposée par un abonné, donc c'est pour ça aussi que je vous dis de venir sur Discord. Comme ça au moins vous venez sur Discord et vous pouvez me proposer, parce que j'ai créé un channel spécial idées réact. Donc pour tous ceux qui veulent justement venir sur Discord et m'envoyer des idées de réaction, n'hésitez pas, venez et vous pourrez poster le lien d'une vidéo que je regarderai entre guillemets sous cloche entre guillemets pour me dire bah tiens je peux réact à ça, tu vois. Et puis voilà, donc moi je vous prends pas plus votre temps que ça. Un bon visionnage à vous et à la prochaine. Allez, ciao. Ok, bienvenue les amis pour ce nouveau réact sur Nintendo a enfin gagné la guerre des consoles. Merci à Thomas, mon abonné, qui a envoyé la vidéo sur Discord. Si jamais vous voulez que je réacte à certaines vidéos, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour m'envoyer, pour pouvoir mettre des vidéos et je verrai si j'ai réagi ou pas. Si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Pour le moment, là, je vais réagir et je pense que ça vaudra le coup. Donc, allons-y, c'est parti. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu. Voilà. Nintendo fait des jeux éclatés. C'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu. Et c'est peut-être même un truc que vous pensez. Pourtant, il y a un problème avec ça. Parce que quand on regarde les notes de leurs jeux, elles sont toujours ultra élevées. Aussi bien chez les journalistes que chez les joueurs d'ailleurs. Pareil pour les ventes. Actuellement, la Switch est la 3e console la plus vendue de l'histoire. Et c'est pas un hasard. Derrière son image d'entreprise colorée qui fait des jeux pour enfants, Nintendo cache en réalité toute une stratégie pour rester le numéro 1. Aujourd'hui, Big N est devant tous ses concurrents alors que la Switch est moins puissante qu'une PS4. Elle pue sa mère en termes de perf. Maintenant, si on premier avec une console qui a littéralement une génération en moins, c'est que les jeux doivent être vraiment bons. Mais alors comment des jeux peuvent compenser 5 ans de retard technologique? C'est quoi leur secret? Comment Nintendo peut écraser à ce point la concurrence? Et ben j'ai trouvé et je vous montre ça maintenant. Dans la vie, soit tu fais des consoles qui vont se vendre très cher, soit tu fais des jeux qui vont se vendre très cher aussi. Et bah Nintendo, ils font les deux. Ils fabriquent leurs consoles en Chine grâce à des enfants qui ont dû s'enfuir de l'usine de Temu, et ils font leurs jeux au Japon, principalement à Kyoto et Tokyo. Ils ont fait ça avec des enfants qui sont enfuis de l'usine de Temu. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous allez me dire, oui, mais Sony et Microsoft aussi, ils font leurs consoles et leurs jeux. Alors oui, mais non, vous vous trompez. Parce que dans le cas de Sony et Microsoft, ils possèdent les studios qui développent leurs jeux, mais c'est pas eux qui les font directement. Si on prend par exemple le dernier Spider-Man, c'est un jeu PlayStation Studio, on pourrait croire qu'il a été développé par Sony, mais non. Les devs de Spider-Man, c'est Insomniac Games. Alors que quand Nintendo sort un Zelda, quand Nintendo sort un Mario ou quand Nintendo sort un Kirby, c'est un jeu développé par Nintendo. Maintenant, pourquoi ils font les deux? Et bah parce que ça offre un énorme avantage. Parce que comme la console appartient à Nintendo, et bah les développeurs de Nintendo, ils savent exactement comment la machine fonctionne en profondeur. Ça leur permet de faire les jeux les plus optimisés possibles, et c'est comme ça qu'on a pu avoir Zelda Breath of the Wild, qui est magnifique alors qu'il tourne sur l'équivalent d'un grille-pain. Comme les devs connaissent la console par cœur, ils peuvent la pousser au maximum sans la faire exploser. Français, on va venir là avec Pokémon. Oui, Pokémon est moche, Pokémon est buggé, mais c'est pas fait par Nintendo, c'est fait par Game Freak, et ça fait une énorme différence. Autre avantage de Nintendo, quand ils font un jeu, c'est un jeu qui ne sort que sur leur console. Pas de version Xbox, pas de version PS4 et pas de version PC. Et ça aide de fou. Parce que pour faire simple, chaque machine fonctionne différemment. Elles ont toutes leur manière de calculer et de comprendre le code. Parce qu'à l'intérieur, elles ont des pièces différentes. En fait, faut vraiment voir ça comme des voitures. Des voitures qui ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, une F1 ira bien plus vite qu'un pick-up sur une route, mais une F1 dans un petit chemin de forêt, c'est compliqué. Alors que le pick-up aura aucun souci. Et bah, de la même manière, les voitures ne peuvent pas performer de la même façon sur un même circuit. Les consoles, c'est pareil. Ne peuvent pas performer de la même façon sur un même code. Donc en général, si on veut sortir un jeu sur plusieurs plateformes, on a deux solutions. Soit on fait une version 100% dédiée par plateforme. Ça permet d'être sûr que le jeu tourne parfaitement absolument partout, mais il y a un problème, parce que le développement d'un jeu, ça coûte très cher. Alors refaire 3 fois le code en entier pour chacune des versions, c'est comme refaire 3 jeux différents. Donc ça vous surprendra pas si je vous dis que cette méthode, elle est pas vraiment possible sans ruiner le studio. Seconde option, on fait des versions à 90% identiques, avec juste 10% de code différents pour adapter à chaque console. Ça sera forcément moins optimisé que la première méthode, mais ce qu'on perd en optimisation, on gagne en temps et en argent. Et vous vous en doutez, c'est ce qui se passe la majorité du temps. Quand Ubisoft sort un
un Far Cry ou un Assassin's Creed, il y a des devs qui font le jeu, les 90%, et il y en a d'autres qui vont s'occuper des 10% de compatibilité avec PlayStation, avec Xbox ou avec la Switch. Et je sais, c'est triste, mais ça serait bien naïf d'espérer qu'ils fassent la première méthode que je vous ai citée, même sans considérer les performances. Il y a trop de petites différences entre toutes les plateformes. C'est sûr. Qui seules posent pas vraiment de problème, mais qui, cumulées les unes aux autres, on perd trop de temps de développement si on s'attarde dessus. Je veux dire, pour chaque plateforme, on a des technologies, des online et des manettes différentes. C'est parfois des trucs utiles, mais c'est rarement la priorité des devs. Et c'est pour ça que, par exemple, les vibrations de flou de la DualSense, qui fait des petits guillis partout là, elles sont utilisées par personne à part Sony. Parce que, à part Sony, qui veut mettre en avant sa manette parce qu'elle fait vendre des PS5, les devs n'ont pas de temps à perdre à faire des vibrations ultra précises de partout, alors que les vibrations de base suffisent largement. Donc, pour faire simple, quand on n'a pas argent illimité, mais qu'on veut que notre jeu sorte sur plusieurs plateformes, il faut faire un code qui soit en partie compréhensible par toutes les machines, mais ça se fait souvent au détriment des performances et des fonctionnalités sympas. Et au final, c'est là où Nintendo baisse tout le monde. Parce que Nintendo, ils font la première méthode. Ils font... Alors, petit aparté, dans The Last of Us, alors ça je l'avais déjà dit en live et je le répète encore une fois dans cette react, dans The Last of Us, qui l'ont sorti, qui ont fait PS3, version PS4, version PS5. La version PS5, nickel. T'as pas de soucis, t'as pas de bug, tout ça. Quand ils l'ont sorti sur PC, mon copain, quand ils l'ont sorti sur PC, la première fois que j'ai joué à The Last of Us, j'avais pas non plus un très bon PC, un PC de course. J'avais un beau PC, mais pas non plus super... Si, en fait, je dévalorise. J'avais un bon PC pour pouvoir tourner la plupart de mes jeux, tourner en full, en ultra, mais en élevé. La plupart passaient en élevé, en full HD. Donc voilà. Et pourtant, The Last of Us, c'est l'un des seuls jeux que j'ai pas réussi à faire, à mettre au moins en full élevé. Je crois que je devais le mettre en moyen, voire faible, pour que ce soit un minimum fluide. Sur PC, au début. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Mais au début, c'était pas ça. Une version ultra optimisée. Donc, c'est vrai. Et en plus, ils s'en battent les couilles des autres consoles. C'est pour ça que vous verrez jamais de ralentissement sur des productions de Nintendo. Parce que les jeux ont été conçus et développés spécifiquement pour la Switch, donc ils sont optimisés dans les moindres détails. Et voilà, c'est pour ça, ouais. Ok, sauf pour les derniers Zelda. Mais dites-vous que les derniers Zelda, ils sont 1000 fois trop ambitieux pour la Switch et que c'est déjà un miracle que le jeu lag que de temps en temps. Maintenant, il n'y a pas que le hardware où Nintendo est devant les autres. Parce que quand on veut faire un jeu, si ce jeu a un monde physique, un monde avec lequel on veut interagir, du genre marcher, regarder à droite, à gauche, sauter, etc., on a besoin d'un moteur. Un moteur, c'est un outil qui va tout gérer sur le jeu. Il va définir comment on s'y déplace, qu'est-ce qu'on peut y faire et que fait le monde autour de nous pendant qu'on est en train de jouer. Donc aujourd'hui, avec des jeux toujours plus ambitieux, toujours plus complexes, avoir un moteur, c'est obligatoire. Le problème, c'est qu'en fonction de ce qu'on veut qu'il gère, faire un moteur, c'est l'enfer. Si on prend un gros jeu open world bien actuel, là, il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Le fonctionnement de l'environnement, des animaux, des voitures, des PNJ, le cycle jour-nuit et des trucs encore plus chiants du genre coder la gravité. Tu sais coder la gravité, toi? Non, bien sûr que non. Tu sais à peine comment elle fonctionne. Alors, dans ces cas-là, tu peux utiliser un moteur tout fait. Des moteurs tout faits, vous en connaissez forcément, vu qu'on voit leur logo quand on lance les jeux. On peut citer Unity et Unreal Engine pour les plus connus. Il y a plein de gros jeux qui les utilisent. Il y a par exemple Fortnite ou le dernier mastodonte du moment, Wukong. D'ailleurs, petit aparté sur Wukong. Oui, le jeu est grave cool, oui, le jeu est très beau, mais dépêchez-vous d'y jouer. Parce que ça, c'est Wukong, et ça, c'est la démo de l'Unreal Engine 5. Si tout a l'air d'être pareil, c'est parce que le jeu utilise vraiment les presets de base du moteur. Et s'il est magnifique aujourd'hui, il sera probablement très banal d'ici 1 an ou 2. Maintenant, il y a aussi plein de studios qui font leur propre moteur, mais forcément, vu que c'est très compliqué, c'est très long et c'est très très cher à faire. Et du coup, pour rentabiliser un tel coût, les éditeurs utilisent un même moteur pour plein de jeux différents. J'en veux pour preuve Capcom, qui utilise son Aero Engine à absolument toutes les sauces possibles et imaginables. Parce que il est sur Resident Evil, forcément, RE, mais il est aussi sur Street Fighter et sur Devil May Cry. Et le problème, il est tout. Street Fighter et Devil... Ah ok, d'accord, je sais pas. C'est que les moteurs, c'est comme les consoles et c'est comme les voitures, ils ont leur force et leur faiblesse. Et donc même si un moteur est très bon pour tel jeu, absolument rien ne garantit que ça sera pertinent de l'utiliser pour un autre jeu. Et Nintendo dans tout ça, et bah Nintendo, c'est le premier de la classe, ils créent un moteur pour chacune de leurs licences phares, pour exactement les mêmes raisons qu'ils font leurs jeux sur leur console. Leur moteur, ils les maîtrisent à la perfection et ils savent exactement comment les optimiser au mieux. Et surtout, ils les créent vraiment pour leur jeu. C'est pas au jeu d'être bricolé sur un moteur pas adapté comme ce que fait Capcom, c'est au moteur de fit au mieux le jeu. Par exemple, le moteur de Mario Kart est conçu pour gérer efficacement plusieurs entités qui se déplacent à grande vitesse. Celui de Zelda est orienté à fond sur une cohérence totale de l'environnement avec des interactions entre quasiment tout ce qui existe.
En fait, faut vraiment voir Nintendo comme la Corée du Nord du jeu vidéo. Ils sont très fermés et ils font tout eux-mêmes. Parce que déjà de cette façon, ils sont sûrs de pouvoir tout maîtriser à 100%. Mais surtout, ils dépendent de personne. Alors que si demain Epic Games arrête de développer ou d'améliorer l'Unreal Engine, tous les jeux qu'ils utilisent seront dans la merde. Pour Nintendo, ça sera jamais le cas ça. Maintenant, oui, ok, ils font tout eux-mêmes, mais ça assure pas de faire un bon jeu. Si on compare ça avec des voitures, si demain je construis une avec les meilleures pièces, ça veut pas dire que je vais gagner toutes les courses. Ça dépend aussi d'autres choses comme le pilote par exemple. Ici, c'est exactement pareil. Ils font des jeux qui sont techniquement parfaits, mais ça veut pas dire que le jeu sera bien. Bah, ils sont très forts, mais pour ça aussi, ils ont une solution. Ils sont abonnés à cette chaîne YouTube et vous devriez faire pareil. Eux, ils ont fait ça il y a 30 ans. Ce sont mes fans number one. Et regardez où ils sont aujourd'hui. Je serais vous, je prendrais pas de risque. En plus, je vise les 20K avant décembre, alors si vous cliquez, ça me soutient beaucoup. Bon, à part de s'abonner, ils ont une autre solution presque aussi efficace. Dans la plupart des studios, quand un jeu est... Pas mal la pub. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, les gars. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et abonnez-vous à sa chaîne. C'est vrai qu'il mérite. En vrai, il mérite. Faut qu'il fasse plus. Rentre en phase de test. Et quand elle est pas sautée pour sortir le jeu plus vite, lol, la phase de test, c'est ce moment où en général on refait le jeu en boucle pour trouver les bugs et voir si le jeu tourne vraiment bien, pour être sûr qu'il soit commercialisable. Mais chez Nintendo, pas que. Parce que Nintendo c'est des anciens, ça fait genre 2000 ans qu'ils sont au top du game, et quand t'es premier depuis aussi longtemps, tu peux pas te permettre un énorme flop comme Concorde. Mais alors du coup ils font quoi? Et bah déjà, ils font pas que des tests techniques. Eux, ils testent des concepts. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais la notion à prioriser, c'est l'amusement. N'est-ce pas Ubisoft? Alors oui, hein, le jeu faut qu'il soit rentable, mais il le sera forcément s'il est bon. Donc en testant des concepts, ils s'assurent que le noyau même de leur jeu soit fun. Maintenant question, comment on teste un concept? Vous allez voir, c'est super simple. D'abord, on bricole une version simplifiée du jeu. Puis, pendant 2 semaines, on kidnappe tous les employés et on les force à jouer cette version et on voit s'ils se font chier. Et s'ils se font chier, c'est pas grave, hein, on prend note, on recommence jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez un exemple? Pour Breath of the Wild, qui est le jeu qui propose probablement la plus grande liberté aux joueurs, il y avait un énorme problème. C'était de trouver la limite entre je laisse mes joueurs faire leur aventure dans l'ordre qu'ils veulent et mes joueurs sont perdus parce que la map est immense et qu'il n'y a aucune information et qu'ils savent pas quoi faire. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous aimez pas Breath of the Wild, c'est probablement encore à cause de ça. Mais pour réduire ce problème au maximum, ils ont d'abord créé tout le jeu en 2D. Parce que c'est beaucoup plus rapide de faire un truc à l'arrache sur RPG Maker pour voir si la map fait sens et si les indications sont claires, plutôt que passer 2 ans à se casser le cul à créer la map le plus incroyablement magnifique, puis de se rendre compte qu'en fait, ça va pas lol, faut tout changer. Et cette méthode de faire des versions simplifiées au max pour voir si c'est intéressant, ils l'ont fait pour tout. Ils l'ont fait pour la map, ils l'ont fait pour les pouvoirs, forcément, et ils l'ont fait pour toutes les interactions qu'il y a dans le jeu. Si aujourd'hui, quand on porte un truc en métal et qu'il y a de l'orage, il y a 3 tics avant de se faire foudroyer, c'est probablement parce qu'au départ, l'éclair devait nous tomber dessus sans prévenir, et qu'ils se sont rendus compte que c'était ultra punitif de mourir juste comme ça, et que c'était pas très fun. Du coup, ils ont trouvé un entre-deux, on garde la foudre, par contre, on laisse quelques secondes au joueur pour qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui cloche, et quand il va dans les menus, on lui met une petite animation subtile pour qu'il comprenne d'où vient le problème. Et tout le jeu, c'est comme ça. Je suis sûr qu'on pourrait faire une vidéo entière sur juste les différents choix de gameplay qui ont été faits sur les versions test de Breath of the Wild. Vous saviez que la paraglide était pas prévue à la base? C'est juste que pendant les tests, ils se sont rendus compte que c'était génial de pouvoir grimper partout, mais que l'escalade c'est quand même super long. Et autant c'est pas un problème quand tu montes parce que découvrir un nouvel endroit, ça fait office de récompense. Par contre, descendre pour revenir de là où tu viens, c'est juste relou. Donc les devs ont ajouté la paraglide qui permet de descendre beaucoup plus vite. Et des petites améliorations un peu partout là comme ça. C'est ce qui a permis à Zelda d'être le GOTY de son année et d'être la référence quand on parle d'open world. Et Nintendo fait ça pour toutes ses productions, pas forcément avec le même soin complètement abusé qu'ils ont eu avec Zelda, mais ça reste toujours largement au-dessus du reste de l'industrie. Le jeu doit être fonctionnel évidemment, mais surtout amusant et gratifiant quel que soit le gameplay du joueur. Après, ça fait 10 minutes que je leur taille une jolie pipe, mais tout est pas blanc non plus, hein. Ils sont pas parfaits, ils ont je dirais 2 énormes points faibles. Déjà, Nintendo et les fans, c'est une grande histoire d'amour à sens unique. Dire que les fans font des jeux et des tournois eux-mêmes avec leurs moyens et leur temps, en l'honneur de certaines licences comme Pokémon ou Mario, et Nintendo se pointe avec une armée d'avocats et une matraque électrique pour leur dire d'arrêter immédiatement cet acte de barbarie. Je veux dire, avoir des joueurs qui aiment des licences au point qu'ils en fassent des fangames, c'est genre le rêve de plein d'éditeurs. Parce que ça permet de faire vivre tes licences et ça t'assure un nombre minimal de ventes. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, ces joueurs seront là à la sortie de ton jeu. Ah Nintendo, oui. Ils s'en battent les couilles. Ah mais oui, frère, les fans, ils sont là. Pro Nintendo, frère. C'est comme pour la PS5. La PS5 Pro, elle coûte trop... même si elle coûte 800 balles, t'inquiète pas que les Pro PS5, ils vont s'y réfugier dedans. Moi, je te le dis. Je pense qu'il y a même moyen que là, pendant les Black Friday, ça parte en rupture de stock. Je suis presque sûr que ça peut partir en rupture de stock. Pourtant, j'ai regardé plusieurs vidéos tech, dont une à Jikfio, petit big up à Jikfio, qui a fait les tests aussi de son côté. Et pourtant, la PS5 Pro, pour 800 balles, son PC PS5, il a annihilé largement la PS5 Pro. Hein. Donc, comme quoi, vraiment, t'as beau sortir une console qui est en mode révolution. Non, du tout. Juste, tu fais payer plus cher, frérot, parce qu'il y a juste 8% de
8% de matière en plus, de capacité en plus. C'est rien. De manière assez phénoménale et ils traitent leurs fans pas super bien, ça donne pas vraiment envie de les rejoindre. Autre point faible, plus notable, Big N est une vraie brêle en online. Je sais pas si c'est parce que internet existait pas à l'époque où l'entreprise a été créée, mais vraiment à chaque fois c'est une catastrophe. Si on demande à un fan de Smash comment il trouve le online de Smash Ultimate, il donnera exactement la même réponse que si on avait demandé à un joueur de Mario Kart ou d'Animal Crossing, c'est catastrophique. C'est un triste fait, mais jusqu'à présent ils ne savent pas faire de online. Malgré ces quelques défauts que je viens de citer, Nintendo se foire rarement. Je pense que c'est un des rares studios qu'on peut qualifier de valeur sûre. Et je sais que dans les commentaires ça va me sortir Rockstar, mais Rockstar ils font un jeu en 10 ans. Nintendo, ils en ont fait une trentaine depuis 2014 et sur ces 30, il y a quoi? Ouais, Mario Striker qui est vraiment mauvais et c'est surtout à cause d'un manque de contenu, donc ça va. Si à côté ils nous sortent des pure masterclass comme Breath of the Wild, je pense que ça compense largement. Personnellement, le jeu est sorti au moment où je suis arrivé en post-bac. J'étais dans une nouvelle ville que je connaissais pas et dans des études qui m'intéressaient pas vraiment. Et pendant quelques mois, fouiller la map dans tous les sens, parler à tout le monde, observer les dragons, trouver pourquoi il y a des morceaux de pastèque qui arrêtent pas d'arriver ici, c'est ce qui m'empêchait de me sentir mal. Quoi qu'il arrive, je savais qu'en rentrant chez moi, j'allais passer un bon moment. Et ça, je le dois à Nintendo et à sa fâcheuse manie d'être trop perfectionniste sur certains points. Et vous, c'est quoi votre avis sur le sujet? Vous en pensez quoi de Big N? Et sinon, est-ce que la vidéo vous a plu? Si oui, le like, l'abonnement, vous connaissez. C'était Cam et je vous dis bis. Bah, très bonne vidéo, frérot. Comme d'habitude, les gars, la vidéo et sa chaîne en description. C'est vrai que t'as 7000 abonnés. Ah, frérot, là pour le coup, faut... S'il peut atteindre les 10K, voire les 20K, là... c'est bien, là ce sera bien. Après, est-ce qu'il y a vraiment une guerre des consoles? Je sais pas. Mais la vidéo, elle est très cool pour le coup par rapport à Nintendo. Et c'est vrai que Nintendo est une rare licence quand même qui fidélise énormément les jeux et la qualité de ces jeux pour le coup. Moi perso, je suis plus pour Naughty Dog. Epic Games par rapport à certains jeux que j'ai joué à l'époque. Mais perso, je suis un peu plus pour Naughty Dog quand même. Bah, via The Last of Us. The Last of Us, c'est mon petit bébé, c'est mon petit choix à la crème. Je suis désolé, les gars. The Last of Us, pour moi, ce sera du début à la fin l'un des meilleurs jeux au monde, avec l'histoire, complément graphisme et les combats qu'il y a dedans. Ça casse tout. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, ça casse tout. Donc, voilà. Merci à tous.